Quel est votre nom donc? Alors, je suis scénariste au nom de Dugommier. Voilà. Et vos œuvres, elles sont là et Alors, ici, on a une reproduction, par exemple, du tome 3. Voilà. C'est une bande dessinée qui s'appelle Les Enfants de la Résistance. Donc le scénario pour une bande dessinée, c'est pas la même chose qu'un scénario pour un ouvrage, enfin, pour un film. Non, C'est le même principe, c'est une nouvelle, c'est quoi? c'est voilà, c'est technique. Vous travaillez pour le cinéma ou la bande dessinée, c'est à peu près équivalent. En tout cas, C'est une sorte de storyboard ou je sais pas, enfin oui. En fait, un scénario. Vous pensez vous-même en termes de bande dessinée, quelque part, quand vous écrivez votre scénario? Je pense constamment en termes d'image Oui. et de texte, de toute façon, parce que le texte et l'image sont complémentaires. C'est vraiment typique de la bande dessinée. Oui. Et donc, il faut vraiment penser les images qu'on suggère au dessinateur. Donc, c'est comme une partition, en fait. D'accord. Alors donc, finalement, quelle est l'inspiration déjà de cette série des enfants de la résistance? Alors, l'inspiration de cette série, c'est que nous avons tous les deux un grand-parent résistant. Ouais. Qui sont décédés maintenant, mais qui ont été résistants. Et Pas donc, forcément juif d'ailleurs. Non. Voilà. Et donc, c'est ce qui nous a encouragé à faire une bande dessinée qui parle de la résistance. Et donc, c'est une façon de parler du quotidien des enfants pendant la guerre. Et en plus, eux décident de faire quelque chose dans une situation, ils décident de refuser la situation et ils rentrent en résistance. On retrouve donc des thèmes classiques de la résistance, en fait. Quelque chose où il y a un apport original. Ou est-ce que c'est toujours un peu les mêmes thèmes qu'on retrouve dans les films, dans les romans de l'époque? Mais disons que là, le thème est original parce qu'il traite des enfants de la résistance. On a rarement parlé des enfants qui ont œuvré dans la résistance. Par contre, les enfants étaient plutôt au service des parents, tandis que dans notre histoire, nos enfants résistants sont spontanés. Ils décident de rentrer en résistance et de faire quelque chose parce qu'ils trouvent les adultes trop endormis vu la situation. Ils ne sont pas si jeunes que ça, les enfants, ils sont des adolescents. C'est des jeunes adolescents. Oui. Ils grandissent au fur et à mesure des albums, donc ils réfléchissent à la situation et c'est bien ce qu'on peut faire. Donc historiquement, c'est attesté qu'il y a eu des résistants très jeunes. Oui, tout à fait. Nous avons rencontré des anciens enfants résistants qui ont été résistants à 12 ans et qui en général travaillaient dans le renseignement. Et donc leurs parents, ils étaient avec leurs parents ou ils étaient sans leurs parents? Avec leurs parents, la plupart du temps avec leurs parents. Ouais. Et c'était volontaire de la part des parents de les emmener avec eux en fait compte et de les entraîner au combat en fin de compte? Alors non, c'était pas de la résistance armée, c'est du renseignement, de l'espionnage, de transmettre des documents. Et donc comment se servait-on des enfants par exemple? Ils transmettaient des messages, voilà. Ou alors on se servait de leur image innocente pour pouvoir rapprocher des lieux sensibles qu'ils pouvaient observer, tandis qu'on n'aurait pas laissé les adultes approcher de ces endroits-là. Donc ils n'étaient pas suspects. Voilà, exactement. Ils ne se faisaient pas remarquer. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu, enfin, c'est une comparaison un peu discutable. Le rôle un peu des enfants aujourd'hui utilisé par les terroristes éventuellement. D'ailleurs, les résistants sont un peu des terroristes quelque part. Oui, mais nous, ce ne sont pas des enfants soldats. Donc il ne faut pas de lutte armée. Mais on peut imaginer que les enfants ont toujours été utilisés comme ça pour faire de l'espionnage, de l'information, l'observation. C'est intéressant ce ressort. C'est ça. Alors, mais là, c'est déjà plus des enfants. Il y a des garçons et des filles de 16 ans qui ont fait de la lutte armée. Non, 13 ans, non. 13 ans, on pouvait simplement transmettre des messages, aller voir ce qui se passait. Exactement, distribuer les tracts. Oui. Distribuer des journaux. Donc il y a des enfants de 13 ans qui distribuaient des tracts, ils se faisaient remarquer quand même quelque part en faisant ça, non, parce que ça se distribuait de façon furtive. On mettait ça dans la poche de quelqu'un ou dans une boîte aux lettres. Ah oui, d'accord. Ou on les lâchait par terre dans le métro. Ah oui, d'accord, c'était pas carrément distribution comme dans les marchés aujourd'hui. Tout à fait, complètement. Et disons que nous, dans notre BD, on pousse un petit peu. Et donc vous êtes l'enfant de ces enfants? Alors, non, moi ma grand-mère était résistante, elle était adulte, elle avait 40 ans. Oui. Elle n'était pas enfant. Alors votre père, lui, était cet enfant-là? Alors mon père était fils de résistant, mais il n'a pas été enfant de la résistance. Donc, il ne savait pas. Donc dans votre filiation, il n'y a pas d'enfant de la résistance? Non. Et dans la vôtre? Pas plus, non. C'est la résistance adulte dans les deux cas. Mais comme cette bande dessinée s'adressait aux enfants, on a décidé de traiter pour les enfants de sujets avec les enfants, évidemment. Et donc là, on a bien une photo d'enfant quelque part. Alors, ça, c'est pas notre livre. Mais enfin, là aussi, les enfants, on les voit là. On voit bien les enfants. Tout à fait, voilà. Ouais. Donc vous avez
vous avez dessiné des enfants. Oui, tout à fait. C'est une façon de toucher les enfants et le public. Le jeune public, oui, tout à fait. Et c'est un album très très didactique, c'est-à-dire que si leur histoire, l'histoire de l'album est une fiction, l'histoire avec un grand H qui se déroule autour est la vraie histoire. Oui, oui. Il y a d'ailleurs à la fin de l'album un carnet didactique qui explique de manière supplémentaire aux enfants ce qui se passait réellement pour faire la part des choses entre ce qui est la fiction de la bande dessinée. Alors, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, puisque ça n'est pas dans votre famille? Comment vous avez pensé à ces enfants de résistants? Alors on a pensé à eux parce que c'était vraiment naturel, parce qu'on voulait vraiment parler de la résistance aux enfants. Ça se fait assez peu, c'est pas facile de parler de la résistance. Le projet c'était ça. Au départ, vous ne pensiez pas qu'il y aurait des enfants de résistants dans votre histoire? Alors, oui, assez vite. Par contre, on ne s'est pas forcément énormément renseigné sur les enfants résistants. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient fait beaucoup plus de choses qu'on le pensait. Ah oui. Voilà. Et on est heureux d'en rencontrer aujourd'hui. Ils ne sont pas très âgés, ils ont 85 ans, 87 ans aujourd'hui, les enfants résistants. Ils sont toujours, oui, voilà, c'est l'avantage aussi, c'est qu'ils sont toujours là. Oui, et ils témoignent aujourd'hui, ils prennent le relais. Et vous les avez rencontrés, ces enfants de résistants, qui sont oui. actuellement des octogénaires. Voilà, exactement, on en a rencontré quelques-uns après que le tome 1 soit sorti. Et en général, ils sont assez touchés qu'on s'intéresse en fait à leur sujet, parce que c'est un sujet qui n'a pas été traité. En fait. Et comment ça a commencé alors? Vous avez rencontré un premier enfant de résistant quelque part? Quelqu'un qui vous a mis sur la piste de ce thème? Oui, c'est ça, c'était dans le cadre d'un salon du livre. On savait qu'il y avait un ancien enfant résistant qui habitait la région du Mans, et on a demandé que le salon du livre le contacte pour qu'on puisse le rencontrer. Un ancien enfant de résistant, donc vous cherchiez déjà des enfants de résistants? Des enfants résistants. Il avait été résistant dans son enfance. Oui, vous saviez ça, donc c'est déjà ce thème-là que vous vous intéressez. Exactement. Et comment vous êtes intéressé à ce thème-là? Comment vous avez découvert qu'il existait ces enfants de résistants? Ce monsieur-là Non, mais de manière générale, les enfants résistants, comment vous les avez repérés, localisés? En fait, c'est pas dans ce sens-là que ça s'est passé, c'est que nous, on voulait parler de la résistance et à la jeunesse. Et pour s'adresser à la jeunesse, on a fait des héros enfants. D'accord. Et par hasard, ça rejoint la réalité? D'une certaine façon, oui. Alors qu'on savait que des enfants avaient fait la résistance. Mais on a sous-estimé l'ampleur du phénomène. C'est ça. Donc il y a d'abord une sorte d'imaginaire, de projet comme ça, assez virtuel, qui s'est incarné réellement. C'est ça. C'est souvent comme ça dans les projets, vous savez. Mais vous aviez d'autres projets antérieurs à celui-là? Oui, mais qui ne traitent pas qui traitaient également de l'enfance? Alors on a toujours été des auteurs jeunesse, mais ça ne traitait pas des enfants dans la guerre ou des choses Non, mais ça a préparé quand même votre sujet. Puisque vous êtes resté dans cette tonalité de l'enfance. Oui, mais c'est parce qu'on est auteur jeunesse depuis 25 ans par an. D'accord. Ouais. Alors par exemple, pour faire un peu un détour, alors par exemple, dans Hergé n'a pas traité de ce sujet. Parce que vous êtes apparemment belge. Oui, nous sommes belges. Non, Hergé n'a pas traité de ce sujet-là, mais c'est un sujet qui n'a jamais été traité à peu près en bande dessinée, en fait. Est-ce que Hergé il a parlé de la résistance pendant l'occupation? Pas seulement des enfants, je veux dire. Disons qu'Hergé n'a pas un passé de résistant, mais plutôt... Non, mais après la guerre, il aurait peut-être pu aborder cette question. Ouais. Il n'y a aucun album de Tintin qui parle de l'occupation allemande, en fait. Mais disons que Hergé a eu des problèmes liés à la collaboration, donc il n'était pas très bien placé pour parler de la résistance, peut-être. Donc c'est un point aveugle de cette série. D'accord. Ouais. Mais beaucoup d'autres auteurs belges et français ont traité de la résistance en bande dessinée, ça énormément. Et donc là, c'est quoi, des lumières, des miradors, c'est quoi? C'est des attaques à DCA. Des spots de l'armée allemande qui cherchent un avion qui est en mission. Donc, alors finalement, ces enfants, comment ils ont été traités? Alors à un moment donné, les Allemands se sont intéressés à eux, il y en a certains qui sont tombés sur eux. Oui, il y en a certains qui ont été attrapés et certains ont été torturés même pour les faire parler. Voilà. D'ailleurs, une des témoins du procès Barbie était enfant à l'époque, il a été entre les mains de Klaus Barbie quand même. Donc c'était quand même dangereux comme parce que l'enfant résistant qu'on a rencontré au Mans, ses parents ont été arrêtés et lui a dû fuir parce que les Allemands voulaient absolument l'attraper. C'est facile de faire parler un enfant. Il y a justement un film qui vient de sortir, HHH. Vous avez entendu parler de ce film sur l'assassinat du leader à Prague, là.
ça. Non, je n'ai pas entendu parler du film. Non, moi non plus. Reinhard, comment ça s'appelle. Et justement, il y a, à la fin du film, malheureusement, il y a un enfant qui, pour sauver son père, il dénonce. Il y a une scène très très frappante, je vous conseille d'aller le voir, ce film HHH, parce qu'on voit vraiment à un moment donné l'enfant comme ça qui fait basculer le film parce qu'il voit que son père est torturé et on lui demande des renseignements et finalement il a un enfant qui doit avoir 8-9 ans et finalement il fait qu'il est obligé de dire c'est dans l'église, etc. D'accord. Donc vous avez été obligé d'étudier cette période, enfin je veux dire... Alors oui, on s'est beaucoup documenté, surtout que le tome 1 se passe lors de l'été 1940. Alors racontez-nous les différents tomes justement. Alors le tome 1, il traite vraiment des débuts de la résistance. Et là, il y a moins de documentation et surtout très peu de fiction qui raconte du début de la résistance. Donc là, on a dû énormément se documenter et c'était très intéressant pour nous parce qu'en fait, on arrive de nouveau sur une période qui n'est pas tellement utilisée dans les... Alors finalement, Monsieur Dugommier, finalement, la question juive n'est pas très importante dans votre... Alors, je pose la question comme ça. À quel moment vous avez tombé... Parce que la résistance, c'est pas que les juifs. Non, à quel moment vous avez rencontré la question juive? Alors, la question juive se traite en filigrane au fur et à mesure des 3 premiers tomes déjà, parce qu'il y a les différents décrets qui s'installent, et on est en train de se rendre compte qu'il se passe quelque chose de totalement normal par rapport aux juifs. Ah. Mais on n'est pas encore très loin dans la chronologie. Donc dans notre petit village de France, on est en 1941 jusqu'à présent, on n'a pas encore vu grand-chose. Sauf qu'il y a une petite fille qui vient d'Allemagne et qui dit, attention, elle est... Je lâche un peu une information pour le lecteur, mais elle a déjà vu la persécution des Juifs dans son pays. Oui. Donc elle dit, attention, ça commence ici, dans mon pays, ça a déjà été loin. Le tome 4, lui, qui est en cours de préparation, qui sortira en janvier, oui, lui parle précisément de l'intensification de la persécution des Juifs, parce qu'il se termine durant l'été 1942. Et comment se fait-il que justement on vous a contacté pour participer à ce mémorial, parce qu'on avait identifié cette dimension judaïque de votre production? Alors, parce que on a une page exposée dans l'exposition dans le Shoah dans le dessiné. Ah voilà. Mais la thématique, on n'est pas encore très dans la chronologie de la guerre, donc elle s'installe petit à petit. De toute façon, on en parle dans chaque album, on en parle. Hein. Et le tome 2 et 3, c'est quoi alors? Alors le tome 2 parle des premières répressions, donc des résistants. Tandis que le tome 3, lui, parle de l'entrée en guerre de l'Union soviétique et de l'Amérique. Donc voilà. C'est un thème qui parle plus de politique. D'accord. Et donc ça va. Il y aura plus que le tome. Il y aura 4 tomes, il y aura plus. Il y en aura plus. Oui. Tout à fait. On va remonter toute la guerre, donc il y aura au moins 7-8 tomes. On ne sait pas encore exactement. Donc vous n'avez pas apporté vos albums finalement? Ils sont à la librairie en fait. Ah, ils sont à la librairie. Ouais. Alors pouvez-vous nous parler un petit peu? Votre nom c'est Benoît Herx. Pouvez-vous nous parler un petit peu compléter un peu ce qu'a dit votre ami là? Vous avez eu un travail spécial à faire, vous avez une démarche particulière. Disons que quand on parle de la résistance, la plupart des récits commencent pendant l'Exode en 1940, et puis plus rien. Et puis on retrouve le héros en 1943 avec sa mitraillette dans une main, la traction avant en dessous du pied. Et c'est généralement la vision qu'on a de la résistance. Or ici, on prend vraiment les gens, je dirais, juste après la défaite de 1940, et on analyse pour les enfants tout le cheminement qui les amène, pourquoi je résiste, pourquoi je décide que ce n'est pas bien, comment je m'aperçois. Parce que nous, à l'heure actuelle, par exemple, prenons l'exemple du traitement des Juifs, je dirais, nous, on sait. Mais quelqu'un qui était dans un village en France à l'époque n'avait aucune notion. Tout ce qu'il voyait, c'était une exposition, la France et les Juifs, mais sans se rendre compte de la gravité de ce qui se préparait. Vous parlez de la France et les Juifs à l'époque ou depuis? À l'époque, les gens ne Il y avait déjà des expositions pendant la guerre. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais les enfants ne percevaient pas la gravité de ce qui se passait dans les campagnes françaises. Oui. Et donc, entre guillemets, il y a une prise de conscience lente et qui se fait petit à petit, déjà de ce qu'est la guerre et de ce qu'est le nazisme. Super. Je dirais, on traite du traitement des Juifs dans l'album 4.
Il est traité aussi dans les albums précédents. Donc vous voulez dire que dans vos albums, il y a une prise de conscience de la question juive par les non-juifs. Ils découvrent un petit peu que ce n'est pas des abstractions, ce sont des êtres réels. C'est-à-dire qu'on a un ou deux personnages collaborateurs qui sont antisémites. Et on va se rendre compte qu'il y en a un, par exemple, qui est antisémite, mais il estime qu'on n'a pas à les persécuter pour autant. Il n'aime pas les juifs, mais il dit bon, c'est pas une raison pour les persécuter. Il y en a un autre qui dit moi, ça ne me dérange pas qu'on les persécute. Donc on essaye de montrer. Mais vous, ce qui m'intéresserait, c'est que vous parliez de la dimension picturale, plastique. Quels sont les qu'est-ce que ça vous a posé comme problème de documentation qui sont particuliers non plus à l'écriture, mais carrément vous avez su probablement au niveau des décors, vous avez trouvé des archives, des cartes postales, des photos. Une recherche permanente. Je dirais ce qui me pose le plus de problèmes, très curieusement, c'est la mode. Les véhicules. Oui. On sait très bien quel modèle de véhicule circulait dans les Là, on retombe dans le cas de Tintin et d'Hergé, parce que lui, il devait énormément se documenter pour faire ses... oui, mais non. C'était une bande dessinée très très formatée au niveau des vestimentaires. Quand on parle par exemple de la mode en 1940, les gens pensent tout de suite les femmes avec des cheveux qui montent à 4 km de haut. Les hommes ont des chapeaux. Les jupes qui descendaient jusqu'aux genoux. Oui. Des manches jusqu'à mi-bras, etc., etc. Mais en 1940, quand les Allemands ont attaqué, on sortait des années 30. La mode était encore celle des années 30. Ouais. C'était encore des coupes au carré. Ça n'avait rien à voir. La femme de 1940 ne ressemble absolument pas à celle de 1945. Oui. Il y a eu la privation entre-temps, il y a eu cette mode complètement extrapolée. Oui, donc là, vous êtes vraiment un historien de la mode. Là. Vous évitez l'anachronisme. Ça oblige effectivement à faire des recherches. Vous avez réalisé, à un moment donné de votre travail, vous avez réalisé qu'ils n'étaient pas habillés comme on pouvait croire qu'ils étaient habillés. On le voit très très clairement sur les photos d'époque, mais dès qu'on fait un film de cette époque-là, la plupart du temps, on choisit une mode qui est une sorte oui, c'est qu'une mode. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui font des films qui n'utilisent pas réellement la façon dont les gens s'habillent à l'époque. Tout à fait. Il y a des films qui vont choquer par le fait qu'ils avaient fait des options au niveau des costumes qui ne correspondaient pas à la réalité. Oui, tout à fait. On voit très très clairement dans les films des femmes en 1940 qui sont habillées comme en 1945 ou des choses même parfois beaucoup plus absurdes. Il faut bien se rendre compte que les gens sont arrivés en 1940 avec leurs costumes des années 30 et qu'après ça, c'est restriction, plus rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait évoluer la mode en coupant dans les vieux vêtements pour en fabriquer des nouveaux. Et donc, en fait, la femme, c'est surtout au niveau des femmes que la mode change terriblement. La femme de 1945 n'a plus rien en commun au niveau des vêtements avec celle de 1940. En 1940, c'était des chaussures en cuir, des petites sandales. En 1945, c'était des semelles compensées en bois de 3 km de haut. Ça n'a plus rien à voir. Les coiffures pareilles. En 1940, elles avaient encore tout ce qu'il fallait pour obtenir des belles coiffures. En 1945, même le savon n'était plus disponible. On faisait ce qu'on pouvait avec des cheveux gras ou incoiffables parce qu'on ne savait plus les... Donc il fallait les couper? Il fallait en tout cas faire des coiffures qui supportent un cheveu entre guillemets sale ou gras. Donc vous avez étudié la question des privations quelque part, des restrictions, des semelles en carton, même au niveau de l'alimentation. On parle beaucoup des topinambours, Disons qu'au niveau des albums, je dirais nous sommes encore en 1941-42 et donc à ce moment-là, surtout à la campagne, ça ne serait pas encore vraiment senti. Ah oui, voilà. C'est la France occupée ou la France libre? Occupée. Et donc voilà, je dirais la chronologie se fait. En 1940, personne ne se doute de ce qui va se passer pour les Juifs. En 1940, personne ne se doute qu'on va avoir une telle privation au niveau nourriture. En 1940, personne ne se doute qu'un jour l'Amérique ou les communistes allaient entrer en guerre. C'est évident que quand on regarde ça globalement avec un regard de personnage du XXIe siècle, je dirais, on a tendance à faire un melting pot de tout ça, mais non, les choses sont arrivées graduellement, elles se sont structurées petit à petit. C'est une grande difficulté, c'est de regarder avec la chronologie de l'époque et pas la chronologie d'aujourd'hui. Et avec une vision de l'époque et pas une vision d'aujourd'hui. Vous voulez dire qu'à l'époque, on n'imaginait pas que les États-Unis entreraient en guerre, on pensait que d'un côté la Russie resterait à l'extérieur et que les États-Unis, on n'était pas encore
On n'était pas encore. Donc c'était pas dans. Et ça, vous l'avez compris comment? Par les mémoires? Parce que vous ne viviez pas à l'époque. Il y a beaucoup de lectures, mais jusqu'à la bataille de Stalingrad en 1942, le français, le belge, enfin la personne occupée était dans une espèce de trou noir dont il ne voyait pas la fin. Personne ne s'imaginait que la guerre pourrait un jour basculer vers la liberté. C'était les Allemands qui gagnaient partout, ils emportaient tous leur passage. Il y avait encore l'Angleterre qui résistait un petit peu de ci, de là. Les Japonais remportaient victoire sur victoire sur victoire dans le Pacifique. C'était mortel. L'apocalypse. C'est ça. Et on pensait que ça, il y aurait pas de on ne pourrait pas en sortir. Oui, tout à fait. Que ça prendrait du temps. Beaucoup de temps. On en a parlé avec des gens qui avaient l'âge de nos héros à l'époque. Il suffit simplement de questionner mes parents. Et pour eux, à ce moment-là, ils pourraient considérer que les 10 prochaines années seraient dans ce cadre-là. Ce serait très compliqué, parce que mon père, par exemple, a plus ou moins l'âge de nos personnages. Je lui ai posé des tas de questions. Je dis, qu'est-ce que tu... Parce que ils ont même ressenti. Oui. Je dis, qu'est-ce que tu ressentais en 1940, en 42, en 44, en 45? Et mon père m'a décrit, il a réfléchi à tout ça. Et il m'a dit, mais des tas de choses qu'on ne savait pas, qu'on ne se doutait pas. On ne pouvait pas imaginer tout ça. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'ils écoutaient Radio Londres et que la Radio Londres ne mentait pas. Ils ne faisaient pas une propagande où ils mentaient. Parce qu'ils savaient que la radio devait servir pour la reconquête. Et donc, il fallait que les gens en Belgique et en France aient confiance en la Radio de Londres. Donc, ils donnaient les informations justes. Même si les informations étaient mauvaises, ils les donnaient. Alors, quelle était la différence entre la France et la Belgique, finalement, par rapport à cette période? C'est très 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 compliqué. Déjà là, entre la France et la France, ce qui se passait en France libre, en France occupée, était déjà très très différent. Il y avait d'autres zones. Il y avait toute la zone littorale, qui était une zone interdite, qui était encore traitée de manière très différente. Il y avait toute la zone nord qui englobait la Lorraine et les zones occupées en 14 par les Allemands, qui étaient des zones de peuplement allemand où les réfugiés qui avaient quitté en 40 ne pouvaient pas revenir. Et il y avait encore toute la zone, je dirais, Alsace-Lorraine, qui était carrément annexée au Reich. Donc voilà. Et par contre, toute la zone nord, les ch'tis, etc., était carrément rattachée à la Belgique, administrée depuis Bruxelles. Ah d'accord, on avait agrandi la Belgique. Oui, on avait agrandi la Belgique. Non, d'une certaine façon. Administré par... Non, c'est intéressant. C'est un peu... Non. C'était administré Bruxelles. militairement par les Allemands. Ah, d'accord, bon, c'était pas par les... Enfin, donc, quelque part... Le traitement que donnaient les Allemands au nord de la France était le même que celui pour les Belges. Il n'y a pas eu de collaboration d'État en Belgique, puisque la Belgique a été administrée militairement par l'Allemagne. Oui. Tandis qu'en France, il y a eu la collaboration d'État avec le maréchal Pétain. Donc là, il y a une grosse différence. Mais il y a eu collaboration en Belgique malgré tout, puisque toute la société qui faisait tourner le pays, elle reste en place et a fait ce que le Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était une meilleure solution d'avoir une administration allemande, militaire allemande, ou d'avoir, comme pour la population, ou d'avoir carrément un gouvernement plus ou moins local Disons que je crois que sur le moment, les gens n'ont pas beaucoup vu de différence. Ils étaient dans les privations, ils avaient peur, ils avaient froid parce qu'il n'y avait pas de se chauffer, etc. Je crois que ça a par contre facilité l'après-guerre. Tous ces règlements de compte qui ont eu lieu en France ont été beaucoup moins importants en quantité en Belgique. En tout cas, je dirais sur la partie francophone. Oui. Parce qu'en Belgique, en plus, je dirais, nous avons une partie germanophone qui a eu un traitement, nous avons une partie francophone qui a subi un autre traitement, et la partie néerlandophone qui a vécu la guerre tout à fait différemment également. Oui, germanophone et germanophone, c'est la région de Maastricht. Malmedy. Oui. Alors eux, c'était vraiment autre chose encore. Eux, c'était comme en Alsace annexé, littéralement annexé. Oui. Il y avait trois parties, les francophones, les flamangones et puis les Allemands. Ces germanophones n'étaient belges que depuis 1918. Oui. Donc voilà. Ah oui, donc c'était une façon de récupérer... Oui, ça n'avait jamais été un territoire belge. En partie, il y a eu les deux. Oui. Mais ils ont été donnés à la Belgique en dommage de guerre après la Première Guerre mondiale. D'accord. Comme la Sarre a failli être donnée à la France. Oui, voilà, des cas particuliers qui créent comme l'Alsace, je dirais chacun considérait que c'était territoire. Oui.
Tout ça est assez passionnant, il y a des choses qu'on apprend effectivement. Il y a même eu des parties de la France administrées par l'Italie à partir de 1940. Oui, certainement, qui appartiennent à l'Italie d'ailleurs au départ. Comme la Savoie, Nice, tout ça, ça a été récupéré sous le Second Empire, par Napoléon III. Et puis réannexé par l'Allemagne, ça a changé plusieurs fois. Et vous pensez réellement que ces différences de situation, vous croyez vraiment que les gens étaient traités différemment, et qu'ils vivaient différemment la guerre Non, je pense pas. Les gens vivaient l'occupation de la même façon en Belgique, en France, grosso modo. Alors le roi, la famille royale, elle était où? Elle était en exil. En exil par des Allemands. Oui. Le gouvernement belge, lui, était en exil à Londres. Le gouvernement belge était parti avec lui. Donc c'était un peu comme De Gaulle quelque part. Enfin, c'était. Oui. Alors moi je suis là. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. C'est très compliqué. Oui. Il faut bien se rendre compte, et c'est là qu'on s'aperçoit de ça, c'est qu'à l'époque, pour faire ne fût-ce que quelques kilomètres, il fallait un Auschwitz. Donc je dirais maintenant, on prend le Thalys, hop, on est à Bruxelles, on est à Paris, on regarde la TV ou Internet, on voit ce qui se passe partout dans le monde. À l'époque, les gens se retrouvaient bloqués dans leur petit cercle dans lequel ils avaient le droit de circuler. Ce qui fait que les gens n'avaient presque plus de vision globale de la situation, à part par Radio Londres. À tel point que d'une zone à l'autre de France ou de Belgique, la mode était complètement différente parce que les femmes qui n'étaient plus entre elles ont pris des choix différents. On retrouve la mode là. Le choix des coiffures, des robes, mais ça se passe, moi je l'ai bien vu au niveau de la mode, mais ça se passe pour absolument tout, pour la manière de faire fonctionner les véhicules avec les gazogènes. Chacun a choisi sa solution différente parce qu'il n'y a pas de communication. Oui, comme autrefois, d'une montagne à l'autre, on n'avait pas la même façon de parler à la limite. Exactement, oui. C'est comme ça, ils ont vraiment canassé tout et du coup, je dirais les gens ont une vision très fragmentée de ce qui se passe. Excusez-moi, mais je dirais même au niveau du traitement des juifs, je dirais que c'est pas passé en même temps partout parce que ils agissaient par zone, les juifs de la zone libre ont été déportés par les Français, les juifs de la zone occupée par les Allemands. Suivant les périodes. Français ou juifs étrangers, les juifs étrangers ont beaucoup plus souffert que les juifs français. Mais les juifs étrangers étaient parfois simplement un juif belge qui avait traversé la frontière en 1940 parce qu'il a eu peur. Donc en fait, à l'heure actuelle, on considère qu'un juif étranger est forcément un Tchétchène ou quelqu'un qui vient de l'Est. Non. Le juif étranger était peut-être simplement un luxembourgeois qui habitait 5 km. Oui, d'accord. Oui, de la même façon que l'immigration, ça peut être quelqu'un qui vient de Marseille à Paris, il est déjà dans l'immigration, même s'il vient de France. Passer d'une région à une autre, c'est déjà une forme d'immigration, de toute façon. Oui, c'était très 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 complexe. Alors pour terminer, comment est-ce que vous viennent les idées alors, pour vos scénarios Les idées viennent... déjà, on a toute une base de documentation. Oui, d'accord, mais comment... Ça c'était... Après, nous, on a inventé nos personnages et on a inventé leur caractère, et leur façon de réagir, donc ça influence déjà énormément. Et pour le reste, c'est en parlant beaucoup avec des témoins de l'époque. Ah oui, d'accord. Et on essaie vraiment de voir leur ressenti émotionnel et de travailler là-dessus. Oui, et ça me donne des idées de personnages, de scénarios, voilà. Mais après, évidemment, nous, c'est que des petites étincelles. Après, on raconte ce qu'on a raconté. Oui. Pas dans le sens qu'on veut. Bon, écoutez, je crois que je vous remercie beaucoup pour cette demi-heure d'entretien.